Tous les matins sur Alta Breguans, à 7h45 et 8h55, Marion Lanfranchi et Frédéric Bertocchini vous donnons rendez-vous dans Ousguard, où tous les jours un invité répond à nos questions liées à l'actualité de la Corse. Une interview sans concession du lundi au vendredi. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous, une nouvelle semaine de Sguard. Nous accueillons cette semaine Jacques Billard, bonjour. Bonjour. Adjoint au maire d'Ajaccio, vous venez de récupérer récemment la délégation à la police municipale, on va en parler. Et justement, on va parler des élections municipales. C'est ce qui a fait aussi que vous avez récupéré cette délégation, les élections municipales de manière générale, et plus particulièrement à Ajaccio, où le maire sortant, Laurent Marcangeli, a déclaré sa candidature. Il n'y a pas beaucoup d'autres candidatures à côté de la sienne. Vous savez, c'est toujours la même chose. Donc, au niveau des élections municipales, il y a celle de Laurent qui est tout à fait qui est naturelle, hein, puisque les maires sortants, il a commencé à faire du travail, beaucoup de travail sur Ajaccio, et dans sa deuxième mandature lui permettra également donc d'affiner le travail déjà qui a été préparé donc en amont. C'est vrai ce que vous dites concernant les nombres de candidatures, mais vous savez, à mon avis, il y aura à peu près 7 à 8 listes d'ici le mois de mars, d'autant plus qu'on est quand même à 6 mois et certaines familles politiques ne sont pas encore prêtes pour sauter le pas. À récupérer cette délégation à la police municipale, il faut dire que le stationnement, l'aménagement urbain, c'est un dossier que vous connaissez. Vous savez, effectivement, moi, comment dire, je serai un vieux de la vieille, hein, d'accord, et je suis passé depuis plusieurs années sur pas mal de délégations, et en ce qui concerne ma délégation, elle est quand même assez complète, puisqu'il y a la voirie, le stationnement, il y a également tout ce qui touche à peu près donc, à la proximité, et au niveau de la proximité, c'est un des chevals de bataille du maire actuel. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont faites, des réalisations qui sont faites, mais vous avez également beaucoup de gens qui se plaignent parce que le quotidien ou la petite proximité, l'herbe folle, le carrelage qui est décellé, etc., crée problème et crée des incidents. En même temps, c'est vrai que, comme je dirais, on pourrait dire de la bouteille, le maire a souhaité que je reprenne dans ma délégation la police municipale, du fait que c'est une délégation que je connais, puisque dans le temps, je l'ai déjà eu, et ça permettra de donner un nouveau souffle au niveau de la proximité, puis c'est un travail de concertation avec les services de voirie et les services, je dirais, de la police. Donc une certaine expérience qui va, parce qu'à 6 mois, 7 mois des futures échéances, c'est un peu compliqué si on ne connaît pas le dossier. Non, c'est pas compliqué. Je veux dire, c'est pas compliqué que lorsque vous connaissez un peu donc le fonctionnement de, je dirais, l'administration municipale, les problèmes afférents donc à la police. Bon, c'est pour ça que le maire, sachant que j'avais déjà du recul sur tout ça, il a préféré que ce soit une délégation vienne à quelqu'un qui a un peu donc la pratique de ces choses, plutôt que peut-être la laisser à un jeune collègue ou un collègue qui a démarré maintenant, parce que c'est quand même un sujet que juridiquement c'est embêtant. Vous pensez donc qu'il y a une certaine transversalité, on n'est pas simplement dans la répression avec la police municipale. Vous parliez de la voirie, de ces passerelles. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un pour la répression. Je veux dire. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incivilité. Et à un moment donné, il y a aussi le dialogue avec les gens. Alors, je prends un exemple quand même qui est assez simple, l'entrée et sortie des écoles. C'est vrai qu'il y a quand même 32 écoles sur Ajaccio. Vous ne pouvez pas mettre des policiers à chacune des 32 écoles d'Ajaccio, mais il y a quand même une réflexion à avoir avec les directeurs d'école, avec les parents d'élèves et également avec la police et la ville, parce que vous allez avoir donc de sons de cloche, vous allez avoir par exemple des parents d'élèves qui se disent attention, c'est dangereux, nos enfants ne peuvent pas pénétrer ou sortir de l'école sans danger, parce qu'il y a des voitures qui sont garées en double et triple fil et la visibilité manque. Ouais. Donc il y a quelque chose donc de social. Il faut qu'il y ait un discours, il faut qu'il y ait, je dirais, une discussion avec les parents, avec les directeurs d'école et tout ça, avec la police bien entendu. Il ne faut pas sanctionner pour sanctionner. On n'en est pas là, d'accord. Comme deuxième exemple, c'est par rapport donc aux livraisons. C'est un dossier qu'il va falloir reprendre complètement. Est-ce que ici, à Bastia, a bien réglé le problème des livraisons, pratiquement réglé. Pourquoi Ajaccio ne l'a pas encore fait? Parce qu'Ajaccio a eu une approche un peu différente, et maintenant, donc c'est un sujet quand même qui est sensible pour effectivement permettre une meilleure circulation sur la ville d'Ajaccio. Il y a un sujet aussi qui est sensible, c'est l'utilisation du domaine public avec les fameuses terrasses, avec...
Oui, d'accord. Ça, ça fait effectivement, au niveau donc d'occupation du DPM, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de remontées. Mais ça touche pas forcément, ça ne touche pas directement à ma délégation. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'en occuper. C'est-à-dire que là, surtout au niveau du centre-ville, le premier adjoint, M. Sbrad, est à même de traiter et de régler donc ce problème. Mais là aussi, comme je vous dis, il y a de la pédagogie. Il ne faut pas dire du jour au lendemain, on casse tout. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, on est dans une société qui évolue, une société qui est, on peut dire, mutante, et avec également les réseaux sociaux qui font beaucoup de mal, contrairement, ils font du bien, mais il y a beaucoup donc de mal parce que des petits problèmes sont amplifiés, sont amplifiés. Donc je veux dire, pédagogie, et c'est avec la pédagogie et le contact direct sur le terrain qui me permettront de régler certains problèmes. On a parlé des élections municipales et de votre nouvelle délégation, plus globalement sur les forces en présence à Ajaccio. Vous savez, je pense qu'on va rester dans un schéma aussi traditionnel, d'accord. Le schéma traditionnel, c'est-à-dire qu'il y a la liste donc, du maire qui se veut une liste... Vous serez à nouveau à ses côtés ? Écoutez, s'il me le demande, oui. D'accord, vous savez, je ne suis pas chef de tête de liste, c'est le maire qui a la responsabilité de la création de sa liste. Et ce n'est pas non plus les partis politiques qui vont imposer quoi que ce soit. C'est le maire, en tant que chef de liste, qui choisit ses colistiers. Voilà. Bon, si le maire m'appelle, je serai présent et c'est avec plaisir que je pourrai continuer l'action que j'ai menée depuis pas mal de temps. De liste à droite ? Liste à droite, vous savez, la droite. Bon, quel intérêt d'avoir plusieurs listes à droite? Parce que comme je vous l'ai dit, une élection municipale est une élection locale, d'accord. C'est au niveau d'une liste qu'on a plusieurs tendances. Vous avez aussi bien des gens de droite, donc je le suis, je me revendique à droite. Vous pouvez avoir aussi bien des gens donc, de gauche, de sensibilité de gauche, des gens qui n'ont justement aucune, qui n'ont pas de sensibilité politique. L'essentiel donc au niveau d'une liste, c'est de travailler au commun pour la ville d'Ajaccio. Bon, là, vous me posez donc la question de liste de droite, c'est-à-dire une liste peut-être républicaine. Une liste Rassemblement national, qui est une liste de droite, qui peut être une liste de droite. Vous avez également donc un candidat de droite, enfin, qui est de droite, qui ne sait pas sous quelle étiquette il peut partir. Bon, effectivement, il peut y avoir une liste purement de droite, effectivement. Bon, après, je ne pense pas, donc le Rassemblement national, ça c'est autre chose, ça sort un peu du système traditionnel. Mais pourquoi pas aussi? Selon vous, c'est une erreur, une machine à perdre? De quoi d'avoir plusieurs listes c'est une machine à perdre si l'on veut, mais vous êtes dans dans une machine à perdre si effectivement le maire d'Ajaccio partait sur une liste de droite. Alors qu'en réalité, il aura au niveau de sa liste, il y aura des composants de toute nature, des gens de toute nature. C'est pour ça qu'on ne peut pas se considérer comme toi. Je crois que l'objectif du maire, il a créé son mouvement, le mouvement Ajaccio, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est comme à l'époque, il y a quelques années de ça, même avant Charles Honnane, il y avait le parti bonapartiste, qui était un parti qui rassemblait l'ensemble des tendances pour travailler pour la ville d'Ajaccio. Il y avait des gens qui étaient d'origine communiste même. Oui. Mais en tout le monde travaillait, tout le monde tirait la même charrette pour qu'Ajaccio sorte, pour que le travail sur Ajaccio soit fait, qu'Ajaccio soit une ville qui soit de toute tendance. Alors on le voit, il y a des difficultés dans toutes les tendances, dans toutes les familles politiques, la famille nationaliste aussi qui a du mal à amener une candidature à Ajaccio, comme à Bastia, comme à Porto-Vecchio. Quel regard vous posez là-dessus? Non, mais je comprends, parce que là aussi, ils sont positifs. On parle plutôt de tendance, de même mouvance, etc. Bon, maintenant, vous lisez un peu dans la littérature qu'on essaie d'ouvrir à la société civile. Société civile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, tout le monde essaie de dire je fais ma propre liste. Mais là aussi, il n'y a pas de leader. Quel est le leader? Parce que le problème également, lorsque la droite a explosé au niveau d'Ajaccio, qui est-ce qui a réussi donc à recomposer aux dernières élections municipales? C'est Laurent Marcangel. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'effectivement, si on ne rassemblait pas l'ensemble de toutes les diverses composantes de droite, il allait droit, donc la catastrophe. Au niveau des familles nationalistes, leader, il y a peut-être un leader, mais il peut se situer en Haute-Corse. C'est Siméon, d'accord. Mais sur Ajaccio, c'est éparpillé.
Donc, ils n'arrivent pas à trouver quelle est la personne idoine, justement, pour pouvoir mener réellement donc, une liste. En plus, peut-être par rapport à leur relationnel, savoir, parce que je pense qu'ils projettent également en dehors d'Ajaccio, ils projettent pour des élections futures et par rapport à une future composition de liste avec la répartition du nombre de sièges. On va parler du PLU, le plan local d'urbanisme de la ville d'Ajaccio. C'est là aussi une question que vous connaissez bien. Vous étiez en charge du poste. Ah oui, effectivement. Bon, cette fois-ci, je n'ai pas en charge du PLU, c'est ma collègue Nicole Otave en tant qu'élu qui en a la responsabilité. C'est vrai que bon, c'est un dossier, quelque chose qui m'intéresse, puisque j'avais, oui, je peux dire, à la demande de Marc Marcantiel à l'époque, sorti le plan d'occupation des sols de 99, et je vous rappelle, il a été voté à l'unanimité, moins une voix, même pas moins une voix, il y avait un absent qui faisait partie de la majorité, même municipale. Donc, si vous préférez, donc au niveau donc du PLU, je le suis, et je peux effectivement donc répondre justement aux questions qui peuvent être posées concernant ce document. Alors aujourd'hui, donc c'est un document d'urbanisme, plan local d'urbanisme, et c'est présenté comme un véritable projet de société. Ce PLU, comme a pu être le PADUC aussi, il y a eu cette enquête publique qui est sortie avec les critiques qui ont été faites, notamment sur les espaces stratégiques agricoles de la ville d'Ajaccio. Oui, vous savez, bon, c'est vrai que tout document administratif, c'est quelque chose de très complexe et je doute qu'il n'y aura pas justement de saisine du juge administratif concernant ce document. Bon, qu'est-ce que le PLU actuel? Le PLU actuel, c'est une révision du PLU de 2013, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Il fallait se mettre en conformité par rapport aux documents, par rapport au PADUC, d'accord. Et pour que le PLU, donc vous voyez donc la notion de millefeuille administrative, c'est deux documents qui sont élampilés l'un sur l'autre, et c'est pas évident à tracer. Bon, au niveau de ce PLU, le PLU actuel, pour répondre directement donc à votre question, donc je voulais vous dire que les propositions qui vont être faites par Monsieur le maire au conseil municipal, parce qu'il sera voté courant donc novembre de cette année, c'est-à-dire on a maintenu effectivement les espaces agricoles pour être en conformité avec le PADUC, mais on a restreint également la partie urbanisée, d'accord, et je crois que c'est le maire qui avait dit à un moment donné, il aurait fallu au lieu d'être un PLU uniquement sur la ville d'Ajaccio, il aurait fallu que ce soit un PLU intercommunal, parce que ça aurait été beaucoup plus logique par rapport à la répartition effective des zones, de certaines zones, d'accord. Parce que sur une commune, on aurait pu avoir un peu plus agricole, un peu moins sur Ajaccio, mais il fallait qu'il y ait un équilibre général. Bon, la loi est ce qu'elle est, donc on a quand même donc maintenu les observations et le document du PADUC. Alors par contre, pour revenir à votre interrogation, le commissaire enquêteur a rendu donc les observations à la fin août, parce que c'était fin août. Les critiques s'est fait pendant la période estivale, on n'a pas pu effectivement mettre les observations que l'on voulait, mais je sais, lorsque on est intéressé, quelle que soit la période, on peut le faire. Mais en effet, c'est une période qui a été contrainte, on est obligé donc de la subir. Actuellement, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des observations? Il y a eu à peu près 3000 observations qui ont été signalées, mais sur les 3000, il y en a la moitié que c'était du papier collé, c'était la même observation qui a été le même site qui a envoyé celle-ci. Bon, on peut dire qu'il y a à peu près 1500 observations qui sont correctes et qu'il faut les prendre en considération. Les services de la ville ainsi que ceux de la CAPA, avec les commissaires enquêteurs, travaillent justement sur ces observations, et ensuite, en finale, bien entendu, le PLU sera proposé au conseil municipal avec les observations qui auront pu être, je dirais, intéressantes et importantes pour la ville. C'est un document important qui arrive là aussi à quelques encablures du futur scrutin. Est-ce que vous pensez que ça va jouer dans le débat municipal? Vous savez, toujours dans le débat municipal, vous allez avoir donc au niveau du PLU, vous allez avoir des gens qui vont être satisfaits parce qu'on a protégé une zone pour laquelle ils sont intéressés. Il y en a d'autres qui vont se dire, par contre, on nous a pris, excusez-moi de parler un peu vulgairement, une partie de terrain sur lesquels on voulait faire
faire quelque chose, et sur cette partie-là du terrain, actuellement, elle n'est plus constructive. Vous savez, il y a un tout. Hein. Il y aura des satisfaits, il y aura donc des mécontents par rapport justement à leur propriété. Est-ce que ça va... si c'était expliqué comme ça doit être expliqué, et je pense que ça le sera fait non seulement par les services, et également par le maire, donc je ne pense pas que ça joue vraiment là-dessus. Honnêtement, je ne pense pas. Et en même temps, il y a eu quand même le courage politique du maire de le faire, de le présenter maintenant, donc au mois de novembre. Alors, si vous avez souvenance au niveau du PADUC, la collectivité de Corse, sachant qu'il y avait des élections, on préfère remettre ça à plus tard et on a pris encore plus de retard. Donc, courage politique de le maire de le faire et c'est très bien. Et je pense que les Ajacciens apprécieront justement cette démarche. Quelle philosophie a voulu, selon vous, donner le maire à ce document ? La philosophie du document, elle est simple en réalité, c'est-à-dire c'est d'aménager, de protéger donc la qualité donc de vie des gens et de créer des zones justement aménagées où on pourra suivre un peu le développement de telles zones, ces zones d'aménagement, pour pas voir ce qui se passe actuellement, ne serait-ce qu'au niveau de la rocade où vous avez des immeubles qui sortent de tous les côtés, au niveau donc de Mésavis où on a tout donc des difficultés, donc à un moment des difficultés, ça veut dire qu'à ce moment-là, on aura donc un œil sur le développement économique de certaines zones. Ce qui est reproché, justement, c'est ce qu'on disait dans la première partie de cette émission, c'était qu'il est un peu trop... il y a un peu trop de possibilités de construction, pas assez de... Non, on a réduit le nombre de constructions pour privilégier également donc les espaces naturels et également donc pour que au niveau des constructions, ce sont des zones des zones qui soient contrôlées, d'accord, qu'on ne pourra pas faire n'importe quoi. Mais c'est quand même quelque chose de complet. Mais la volonté c'était ça. On a diminué par rapport au précédent le nombre d'urbanisation de la zone. Et c'est même un reproche qui est refait au maire, par certains industriels en disant on a réduit les zones d'urbanisation. Mais non, c'est pour l'intérêt des Ajacciens. Par rapport à ce qui se passe avec le PADUC, oui. Est-ce que justement il va y avoir quand même certains garde-fous qui vont être mis au niveau des constructions et au niveau des permis de construire ? Bien entendu. Là, c'est les services d'urbanisme va réellement contrôler. En même temps, il y a une autre notion, c'est la notion de parking, parce qu'on ne pourra pas réellement construire. Alors, il y a ça, le problème de voirie. On ne pourra plus construire si vous n'avez pas une voirie adéquate. Parce qu'actuellement, on construit, et après, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ce qui est passé, par exemple, pour l'hôpital d'Ajaccio, qui est une aberration d'avoir choisi ce lieu où effectivement, je parle pas de l'hôpital, c'est une nécessité, mais on n'a pas prévu effectivement les accès, et ne pas prévoir donc les accès, c'est quelque chose aussi catastrophique. Là, après, regardez maintenant les rentrées de classe là, avec l'ouverture du collège et également donc l'ouverture prochaine donc de l'hôpital. Alors, ce que je vous disais donc au niveau du PADUC, au niveau du PLU, c'est qu'il y a des emplacements réservés justement pour créer ce type de voies de liaison. Par exemple, je prends la pénétrante pour arriver sur la ville, et également la liaison Vaz-Ossilette. Ça fait partie de quelque chose de fondamental pour le développement de la ville. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce que les conflits, entre guillemets, sont réglés, notamment avec la collectivité de Corse ? Alors écoutez, d'abord, donc, le plan de déplacement urbain est une compétence CAPA, comité d'agglomération, et elle s'impose, par exemple, même au PLU. C'est-à-dire que le plan de déplacement urbain, c'est un document quand même qui est fondamental, qui est essentiel pour le développement d'une région. Au niveau du placement, au niveau du plan de déplacement urbain, il y a plusieurs choses qui interviennent. Il y a non seulement les véhicules, je dirais les 4 roues, il y a également les 2 roues, tout ce qui est mode doux, il y a le maritime et il y a également le téléphérique. Et bien entendu, je dirais, pour parler en langage plus clair, le chemin de fer. Bon, alors si vous préférez, il y a effectivement la collectivité, elle n'a pas compétence donc au niveau du plan de déplacement urbain, mais par contre, elle a compétence au niveau de certaines voiries. Et là, on s'interroge également pourquoi le contournement de la ville d'Ajaccio est actuellement bloqué. Lorsque l'ancien conseil général du département de la Corse du Sud a commencé la liaison qui part, je dirais, la route de Vitoul et qui doit contourner, qui doit descendre à Capodifène, au Grand Cap pour remonter et revenir à la route des Sanguinaires. Bon, il n'y a qu'une première phase de travaux. Alors qu'on ne nous raconte pas d'histoire. La deuxième phase était programmée, elle avait été financée. Bon, pourquoi l'arrêter ? Donc ça, c'est un autre débat. Mais la ville,
la ville a besoin effectivement de s'asseoir sur la collectivité pour effectivement la collectivité puisse faire ce qu'elle doit faire au niveau donc, de la voirie, parce qu'Ajaccio a souffert également, je dirais, de cette, je dirais, pression, enfin, je dirais de cette pression, a souffert de cette fuite de capitaux, enfin de subventions ailleurs. Vous rejoignez le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli, quand vous dites que finalement c'est des coups durs portés à Ajaccio. Ce sont des coups durs portés par Ajaccio. Pourquoi des coups durs par Ajaccio? C'est pour ça que là je ne comprends pas. Donc là, on fait de la politique, on veut faire de la politique, mais la politique pas au détriment de tout le monde. Actuellement, on fait également de la politique au détriment de la ville d'Ajaccio. Comme j'ai dit un jour en interview, Ajaccio, c'est pas le Mezzogiorno de la Corse. D'accord. Donc, lorsqu'il y a eu une délibération concernant des allongements d'emprunt, qu'il a fallu aller devant le tribunal administratif en disant parce qu'il manquait une signature et qu'après on prend du retard justement pour verser les allongements d'emprunt, je dis c'est trop orienté. Alors, je pense qu'il faut travailler pour la Corse. Ajaccio fait partie de la Corse et donc Ajaccio n'est pas une exclusion de la Corse. C'est pas un indice. Pourquoi? Parce que peut-être que la sensibilité ajaxienne ne plaît pas à certaines personnes. Mais travaillons pour les Ajaxiens. Qu'au niveau de la collectivité de Corse, on fasse des efforts, qu'on réfléchisse et qu'Ajaccio a besoin de tout le monde. Et en même temps, je prends un exemple où le maire d'Ajaccio a demandé qu'on mette en priorité la liaison route d'Alat, route du Vitoul, pas avant 2025, 2026, si on la sort. Parce que lorsqu'on dit on fait la rocade qui va être restituée, par la loi, hein. C'est la rocade, je dirais, c'est la collectivité de Corse qui l'a fait, mais après elle va être restituée. Et là, vous avez une rocade, vous allez partir, je dirais, aller du rond-point, je vais être simple, de 2000, des décors 2000, parce que je sais que ça appelle plutôt que de Bodichon, et arriver à la route de Dalat, c'est très beau. C'est comme si vous avez un corps, hein, mais sans tête et sans jambes. La partie jambes va du côté du Juret de Baléone, et la partie tête, c'est la partie qui va rejoindre la route de Vitoul. Alors, que tout le monde travaille pour l'intérêt de la Corse. On parle donc d'aménagement urbain, de déplacement aussi. On a évoqué le cas de l'hôpital d'Ajaccio. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que les routes sont tracées? Est-ce que les accès pour les sapeurs-pompiers et les SAMU sont là? Vous savez, comme je l'ai dit auparavant, donc on a créé un hôpital sans voirie. D'accord. Bon. Actuellement, donc, nos ingénieurs, que ce soit donc au niveau de la ville, que ce soit même au niveau de la région, trouver une solution pour effectivement les accès de l'hôpital soient, je dirais, des solutions provisoires. Bon. C'est-à-dire que les solutions provisoires, effectivement, je ne sais pas si vous êtes en train de voir, vous avez l'accès à l'hôpital, la partie droite qui remonte est en train d'être aménagée pour qu'il puisse y avoir donc un accès direct pour les ambulances et pour les SAMU. Bon, mais je ne vous cache pas, c'est compliqué. D'accord. D'autant plus que le maire a lancé donc l'opération donc, en tant que président d'ACAPA du téléphérique. Effectivement, l'étude est en cours, mais ce n'est pas pour demain. Ne serait-ce qu'au niveau du PLU, il y aura des emplacements réservés effectivement pour la création, justement du téléphérique. Alors, difficulté, c'est vrai. Actuellement, l'hôpital ouvrant, ça risque d'avoir donc des difficultés justement pour y arriver. Et en même temps, il faut quand même qu'au niveau justement du plan de déplacement urbain, je crois que c'est en cours de réflexion à tout ça, pour que les bus aillent directement au niveau de l'hôpital, pour que les gens ne puissent pas se servir de leur véhicule, parce que se servir d'un véhicule, ça devient complètement inextricable. Il va falloir réviser aussi cette politique. Vous parliez des bus de Movistrada, pour ne pas les citer. C'est vrai que ça, on entend souvent remonter des mécontentements. Oui, je préfère au niveau je dirais, des mécontentements, parce que, bon, d'un côté, vous avez des conducteurs qui disent qu'ils ont des difficultés de circuler, d'accord. En même temps, vous avez des mécontentements de dire qu'ils sont des fois maltraités au niveau des bus, que les bus ne passent pas à l'heure. Vous avez donc une kyrielle, en définitive, de doléances. Bon. Mais il faut dire une chose, c'est que cette société coûte cher donc, à la collectivité. Le maire-président a reçu plusieurs fois donc, les conducteurs pour leur dire ce qu'il en était et qu'on ne pouvait pas aller. Au dernier conflit, le maire m'a demandé donc, de le gérer. J'ai discuté avec les organisations donc, syndicales pour dire qu'on ne pouvait pas aller plus en avant par rapport donc, à leurs revendications. Alors, au niveau, donc, il n'y a pas qu'au niveau des placements urbains, il n'y a pas que les bus. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y aura bien entendu, alors là, c'est une négociation avec la CTC
pour la collectivité de Corse, pardon, pour le rail, pour que ça devienne un tram-train, parce qu'avec le tram-train, on n'aura plus besoin de passage à niveau, etc. Ça circulera comme sous la forme d'un tram. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, je pense que c'est fondamental pour le développement de la ville d'Ajaccio, c'est le développement du rail maritime. Actuellement, vous avez la navette qui va de Portique à la place des Palmiers, pour les Ajacciens, place à la Palmiers, mais c'est insuffisant. C'est-à-dire qu'on pourrait, je dirais bien, on pourrait à moindre coût développer du maritime, de Saint-Joseph jusqu'à Palmiers, et de faire, je dirais, des systèmes de boucle, aller jusqu'à la résidence des îles ou au parc Berthaud, un peu, ou à Millau, tout ça, et ensuite aller jusqu'à la Parade. Et l'étude est en cours au niveau donc du PDU, et je pense que fera partie de l'avenir du développement, je dirais, du déplacement urbain de la ville d'Ajaccio. En même temps, il y a tous les modes loups. Il y a le projet Intense pour développer donc développer le vélo et même au niveau des piétons. Bon, mais ça, je veux dire, tout est lancé, d'accord. Et la semaine prochaine, je crois que c'est la semaine prochaine, nous avons justement une réunion de travail sur la phase 2 du projet Intense, qui est le développement des modes doux. Le maritime qui permettrait donc de désengorger la route, mais oui. On va en parler demain. Est-ce que ça ne serait pas une source de pollution supplémentaire? Non, parce que c'est pas le même type de navire. Ce sont les navettes que vous avez actuellement qui font la liaison Portigerais sur des moteurs hybrides. Ça n'a rien du tout à voir avec ce que l'on vit actuellement, avec les fumées des paquebots. On va parler pollution, notamment dans le port d'Ajaccio et pollution des fumées du Vadj, mais on sait que le maire d'Ajaccio s'est fortement mobilisé pour réduire ces pollutions, avec d'autres d'ailleurs, des associations, y compris le collectif Terre qui interpelle l'État. Oui, effectivement, vous savez, c'est un vieux débat concernant la pollution maritime. Et lorsqu'on voit maintenant, au fil des ans, vous avez des paquebots, ce sont des navires qui sont de plus en plus importants, d'accord. Et ces navires génèrent de la pollution par rapport donc à leur fumée, les fumées toxiques par rapport au soufre qu'ils peuvent dégager. Alors, à Ajaccio, le maire est monté donc au créneau. Et en même temps, il y a plusieurs villes également de la côte. Lorsque vous avez même sur Cannes, vous avez Nice-Land parce qu'ils sont pas sur la même situation. Lorsque vous regardez bien l'accident qu'il y a eu également donc à Venise, où vous avez effectivement des paquebots de plus en plus importants qui rentrent dans des espaces restreints qui n'étaient pas prévus pour cela. Alors maintenant, c'est vrai, se pose le maire est monté au créneau sur cette affaire et la préfète organise je crois début octobre, le 4 octobre, une réunion de travail avec les différents partenaires, à savoir les services, donc bien entendu les services de l'État, les représentants économiques sociaux, c'est-à-dire les chambres de commerce et les divers politiques. Prenons donc le maire d'Ajaccio en tant que premier magistrat de la ville d'Ajaccio et je crois également le président de l'Assemblée de Corse est également convié à ceci. Bon, parce qu'à un moment donné, il faut trouver justement, éviter justement que ne soit trop pollué par ces fumées. Bon, sachant que les navires aussi qui arrivent apportent donc une manne économique et donc il faut essayer de trouver donc un juste équilibre. Actuellement, le problème qui se pose, c'est lorsque les navires sont à guerre ou en rade, à savoir qu'on peut pour que leurs moteurs, je dirais les moteurs auxiliaires, ne fonctionnent pas pour pas qu'ils dégagent effectivement ces fumées. Alors quelle est la solution? La solution, c'est évidemment qu'ils soient électriques. Ça commence à se mettre sur le port autonome de Marseille et autre chose. Mais à Ajaccio, quoi un problème? Très bien qu'on va le faire. On va faire au niveau donc de l'électricité. Mais qui va alimenter l'électricité? Est-ce que ça va être le Vaz? Est-ce que ça va être des groupes autonomes? Alors, si c'est le Vaz actuellement, avec ce qui se passe, on n'aura pas la nouvelle centrale, tout est reporté après de 2023, on va le faire au fioul lourd. D'ailleurs, ça veut dire en réalité, on va remplacer justement les moteurs annexes des navires au VAS, alors qu'actuellement, le VAS qui pollue encore plus que les autres. Alors là, maintenant, je ne suis pas un spécialiste, je ne sais pas quelles sont donc les solutions qui seront préconisées par les services de l'État, mais il y a un juste équilibre à trouver. Pollution du VAS, oui, il y a une pollution du VAS, mais est-ce que pas, si demain on est relié au VAS, est-ce que ça ne va pas créer encore plus de pollution? Donc je ne peux pas vous répondre là-dessus, mais il y a quand même un problème, je dirais, médical à considérer. Alors, je pense que
les services de l'État, au niveau donc avec l'ARS, tout ça, pourront donc donner donc les informations complémentaires. Et c'est à partir de cette réunion qui sera seulement la première réunion, trouver justement de trouver des solutions. Voilà. On parle de cette pollution à Ajaccio, les pollutions maritimes, les pollutions du Vadj aussi. Pour parler vulgairement, c'est mal barré pour la centrale du Vadj. On n'arrive pas à définir. Pour moi, écoutez, sur la réaction de l'État, c'est mal barré. D'accord, c'est mal barré. C'est vrai, par rapport à toutes les promesses qui sont faites, on aurait dû en 2023 d'avoir déjà, je crois, 250 millions de kilowatts. Millions de kilowatts. Alors, on en est bien loin. Alors, moi, je ne vois pas qu'en 2023, qu'on ait une nouvelle centrale, puisque tout est gelé. Et en même temps, donc, je veux dire, c'est quand même au niveau de la pollution et au niveau, justement, au niveau de la santé, c'est quand même quelque chose de risqué. Fuel lourd d'un côté, bon, et la centrale à gaz ou de fuel léger, à mon avis, c'est pas pour demain. On n'a pas encore défini le positionnement, le dimensionnement justement de cette centrale. L'État qui est revenu sur la PPE qui avait été actée. Oui. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand même. Et est-ce que l'État joue la montre sur le dos de la santé des Corses ? Si c'est ma première réaction, oui. D'accord, mais après, il y a peut-être 2 enjeux sur lesquels je n'ai pas connaissance, mais il faut que au niveau de l'Assemblée de Corse, je pense qu'ils essaient de pousser donc complètement au maximum. Il faut que les services de l'État, enfin au niveau ministériel plutôt, parce que c'est pas tellement des services de l'État, on ne revienne pas constamment sur des décisions qui ont été déjà arrêtées. Or, ça remonte à Ségolène Royal, après vous avez eu d'autres ministres, etc. Donc au moins que les choses soient claires. De toute façon, la Corse ne pourra pas être, actuellement, elle ne pourra pas être indépendante énergiquement. Donc il faut que les choses soient claires, peut-être dans quelques années, oui, mais actuellement... 2030-2050, dit la collectivité. Oui, bon, d'accord. Oui, d'accord. On en voit des choses depuis 2030. On est déjà en 2023, on n'a pas encore sorti la nouvelle centrale. Donc lorsqu'on sera en 2023, en 2030, on va dire oui, mais on vient de vous construire donc une centrale, attendez, on peut attendre, etc. Bon, alors oui, donc moi, je suis sceptique par rapport donc à l'avenir énergétique, enfin l'indépendance énergétique de la Corse, plutôt avec les moyens, je dirais, actuels d'alimentation de centrales, à savoir donc que ce soit le gaz ou le fuel. Est-ce que vous pensez justement, vous parliez des différents ministres qui se sont succédés sur cette question, est-ce que finalement la Corse, elle n'est pas otage à chaque fois d'un changement ministériel ? Oui. Elle est otage parce que lorsqu'un ministre prend une décision par rapport à la Corse, le ministre suivant, je dirais, annule la décision. Vous savez, les cabinets ministériels, vous savez, on sait très bien comment ça va. Au moins, je sais comment ça fonctionne parce que j'étais passé à un moment donné dans un cabinet ministériel. Vous savez, lorsqu'un ministre arrive, il est tout feu, tout flamme, et après vous avez son administration qui lui présente un dossier. Lorsque le ministre est intelligent, il regarde donc le dossier, il ne fait pas passer parce qu'on veut valoriser certains documents. Lorsque un ministre, il veut faire sa propre promotion et balance, et après, qu'est-ce qui se passe ? Après, il se casse la gueule, on voit très bien ce qui se passe sur certaines choses. Donc, et là, au niveau de ce dossier, par exemple, au niveau énergétique, dire une chose, peut-être qu'un ministre, il a la bonne volonté de réaliser quelque chose, et il n'y est plus. Le ministre suivant, peut-être qu'il a peut-être d'autres priorités, de saisir la Corse, il va peut-être saisir la Bretagne, et il va essayer de faire répéter sur la Bretagne, ou inversement. Donc là, c'est une question qui est essentielle, qui est essentielle, et ça ne peut se passer qu'au niveau des décisions de ce type par rapport à des territoires comme la Corse, ne peut se passer qu'à l'Élysée. Plus globalement, justement, sur le rôle du politique aujourd'hui, on a l'impression qu'on a de plus en plus affaire à des techniciens et qu'il y a de moins en moins de courage politique. Écoutez, je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, j'ai dit, le président Macron dit il supprime l'ENA, c'est une bonne chose, mais il faut aller jusqu'au bout. Parce que si vous préférez, pendant des années, il y avait un politique, ministre qui est politique, ou même au niveau d'un ministre, il y avait des politiques, et le cabinet était constitué, en général, avait besoin de gens, excusez-moi l'expression, c'était du général de Gaulle, quelqu'un qui sache écrire. À l'époque, quelqu'un qui sache écrire son premier ministre, c'était Georges Pompidou. Donc, alors actuellement, donc, au niveau des gens, les politiques, il est complètement absorbé, justement, par ces cabinets. Et ces cabinets, qu'est-ce que vous retrouvez ? Des énarques. C'est la même clique, c'est la même classe, etc. Alors, à part l'autre, on dirait que c'est l'ancien régime, d'accord ? Et au lieu que ces énarques, au fur
fur et à mesure, c'est mon sentiment propre, ça n'engage que moi, au lieu effectivement de servir, disons, son ministre, ils essaient de se substituer à lui. Et regardez, donc au niveau des gouvernements, depuis quelques années, vous avez tout ancien énarque, etc. Et vous n'avez plus les gens de terrain, vous n'avez plus les gens qui sentent le pouls, le pouls du terrain. Voilà où on en est là. Et pour moi, c'est un des problèmes essentiels donc, de la France, pour pouvoir que la France, qu'on remette également des vrais politiques en place. C'est tout. Parce que si vous avez des politiques qui sont des administratifs, ça ne peut pas marcher. Or, au niveau, ces gens-là, vous avez très bien le système, les propositions de loi ne passent pratiquement jamais, ce sont des projets de loi préparés dans les cabinets ministériels, qu'on passe au ministre, qui est un ancien énarque ou proche des énarques, et en réalité, on fait tout, c'est le circuit. Regardez ce qui se passe, même hier, par rapport le Premier ministre qui a annulé également, je crois que c'était par rapport à des aides par rapport aux personnes âgées, parce que c'est également, donc ça sort d'un cabinet ministériel, donc ça a à faire, mais ils n'ont pas la réalité de terrain. On parle de ce collectif anti-mafia qui a vu le jour, et puis de cette session qui a eu lieu à l'Assemblée de Corse. C'était plutôt un primo-débat. Il y aura une session spécifique consacrée à la violence d'ici peu. Mais ce collectif anti-mafia, comment vous l'avez perçu ? Vous savez, de toute façon... tout d'abord, est-ce qu'il existe une mafia en Corse ? Qu'est-ce qu'on entend par mafia ? D'accord. Si on n'entend pas mafia, c'est-à-dire, moi je poserais plutôt de voyoucratie, peut-être. D'accord. C'est-à-dire, je ne sais pas, même au niveau du débat, au niveau de l'Assemblée de Corse, on s'est posé la question, mafia, pas mafia, etc. Bon, mafia, c'est peut-être une organisation criminelle structurée. Est-ce que c'est plusieurs familles ? On le prend donc au sens donc, italien des choses. Bon. Et après, effectivement, avec une mainmise économique, une mainmise politique. C'est pour ça qu'on peut s'interroger sur le terme, mais par contre, il y a une réalité quand même qui existe au niveau de Corse, c'est qu'il y a une violence, d'accord ? Il y a une violence économique, il y a une violence sociale, et également, vous avez tous ces meurtres où tous les jours, on se pose la question, si on peut ouvrir le journal ou écouter la radio ou la télé pour dire effectivement, est-ce qu'il n'y a pas eu encore un nouveau meurtre en Corse ? Bon, c'est vrai qu'il y a une violence, et cette violence-là, quels sont donc les moyens pour l'éradiquer ? Ce n'est pas évident. Alors justement, certains avancent des lois plus sévères, certains demandent, y compris ce collectif d'ailleurs, des lois plus sévères, et d'un autre côté, dénoncent des juridictions d'exception. Donc quels moyens pour vous ? Non, vous savez, les moyens, ça fait combien d'années que la Corse vit dans la violence qui l'étouffe. Bon. Les moyens, lorsqu'on parle de... Oui, les lois, elles peuvent être votées, des lois d'exception, ou des lois beaucoup plus dures, tout ça. Mais après, il faut que les magistrats suivent. Et si vous avez un magistrat, ou même au niveau des réquisitoires, les réquisitoires peuvent être une chose, et après vous avez donc des juges qui apprécient donc différemment. Alors c'est dire, ça c'est assez complexe. Alors maintenant, comment le régler ? Maintenant vous me posez donc une question. Si on avait la solution, je pense que vous ne m'interrogerez pas sur cette question-là. Maintenant, il y a aussi donc le pouvoir régalien de l'État. Il y a certaines choses qui sont à eux de régler. Nous, on est un peu acteur passif, d'accord ? Après, c'est vrai qu'on dit, bon, tout le monde se connaît au niveau de la Corse, tout le monde ceci et ça. Mais il n'est pas là le véritable problème. Le véritable problème, c'est est-ce qu'on a donc les moyens actuellement pour pouvoir, je dirais, pour pouvoir stopper cette violence ou pas. Bon. Actuellement, il y a cette dérive, elle n'est pas évidente. Quand le collectif que vous avez cité, bon, c'est vrai, qui ne peut pas être d'accord par rapport à la création, mais quels moyens aussi, à part de dénoncer. Vous savez, ça fait, je disais aujourd'hui à la presse, ça fait 37 ans, le débat qu'il y a eu à l'Assemblée de Gaulle, il y a 37 ans. Il y a 40 ans, le problème était peut-être différent, mais on est toujours confronté à cette violence. D'abord, je pense qu'au niveau du politique, là, il peut, à mon avis, il peut, régler certains problèmes. Quels sont les problèmes qu'il peut régler ? C'est une forme de violence économique, une forme de violence sociale, où actuellement on arrive à une certaine pauvreté, et c'est là qu'on enclenche également donc une violence. Lorsque vous avez des jeunes gens qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de travail et tout ça, et qu'est-ce qu'ils vont faire pour essayer de vivre ? Ils vont rentrer dans la délinquance, soit avec la drogue, soit avec d'autres trafics, soit aller pour, excusez-moi l'expression, soit avec on leur donne quelques billets et ils vont le dire va flinguer tel type, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ce qui se passe. Et si déjà nous au niveau du politique on arrive à contrecarrer, je dirais, ces petits délinquants, tout ça, peut-être que les choses seront aussi donc différentes. Ça, c'est une étape
où notre responsabilité peut être engagée, pas le reste. Pour vous, la solution, elle est d'abord sociale et sociétale à cette violence. Mais avant de répondre à cette question, vous avez dit dans la première partie de notre émission, la violence, elle est présente en Corse, elle étouffe la Corse depuis des décennies. Depuis des décennies. Le Corse est naturellement violent. Vous reprenez les propos de Manuel Valls ? Non, le Corse n'est pas violent. Le Corse, comment dire, il est... Je dirais, à mon avis, il est gentil. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le chercher, etc. Mais le Corse, il est comme les autres. Il peut être beaucoup plus réactif que certaines personnes ailleurs. C'est-à-dire, demain, vous allez l'agresser, sa réponse va être peut-être plus réactionnelle que quelqu'un d'autre qui va dire « Ah, bon, il va s'écraser ». Vous voyez, sur des choses totalement différentes. C'est notre caractère méditerranéen qui permet qu'on est impulsif. Mais on ne peut pas dire qu'on est plus méchant qu'ailleurs. Sur la violence, donc, pour vous, c'est une question d'éducation, de société. Vous parlez de cette violence sociale. Le terreau, il est là pour vous ? Pour moi, le terreau est là. Et en même temps, vous savez, lorsque vous voyez... Il y a les réseaux sociaux aussi qui alimentent cette violence. Parce qu'un petit événement, on en fait pratiquement la une. Vous voyez, ça alimente. Et c'est ça qui crée problème. Alors, je crois que maintenant, on est passé dans la démesure complète en tout. Lorsque vous regardez le comportement des gens, pris individuellement, prenez les gens en voiture. Vous vous arrêtez même pas un dixième de seconde, tout ça, même au feu, vous avez tout de suite des coups de klaxon. Alors qu'auparavant, vous n'avez pas le coup de... Vous attendez que les choses se passent. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une agressivité, déjà, vous avez une agressivité au quotidien. Au niveau des écoles, combien les professeurs qui se font agresser, tout ça, pourquoi ils se font agresser ? Parce qu'en réalité, l'être devient individuel. Il n'existe que pour lui, il n'existe plus que pour l'autre. Donc là, il faut remonter à quelques années auparavant. Maintenant, on essaie de réinstaurer certaines valeurs au niveau avec la morale, tout ça. Moi, j'ai connu, là, j'étais au lycée, au primaire, tout ça. La leçon de morale, c'était à l'ouverture. Bon, au départ, peut-être dire à quoi ça sert, mais après, ça travaille. Lorsque vous voyez que même dans les bus, tout ça, la personne, un jeune est assis, tout ça, il s'en fout pas mal. Si une personne âgée est à côté de lui, il faut de lui céder la place. Ça n'existe plus, parce qu'en réalité, on n'a plus inculqué ces valeurs. Les gens sont devenus individualistes. Donc, attention, le travail est un long travail. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et la violence fait partie de ce phénomène d'accoutumance. On parle aujourd'hui de porosité entre cette violence et le monde politique. On a entendu parler de porosité, y compris dans les commissions d'appel d'offres. Vous partagez ça ? Écoutez, moi, je siège dans une commission d'appel d'offres, d'accord ? Je suis membre d'une commission d'appel d'offres, et en ce qui me concerne, je n'ai jamais été approché par quiconque par rapport donc à un marché public. Bon, est-ce que certaines choses peuvent se faire en amont ? Ça, je n'en sais rien. Mais je peux vous dire une chose, que les gens avec lesquels je siège sont des gens d'une honnêteté qui sont très honnêtes. Bon, par contre, c'est vrai que au niveau donc de la procédure d'appel d'offres, elle a quand même évolué, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement administratif qui fait que lorsque vous arrivez au stade décisionnel, au niveau des rapports, ils sont préparés donc auparavant. Mais je ne pense pas, moi je pense à l'honnêteté donc des fonctionnaires qui préparent les dossiers, et je pense à l'honnêteté justement des gens qui siègent. On a entendu parler aussi des craintes des élus, notamment des élus locaux, des maires, face à ce qui pouvait se passer par rapport à ça. Vous savez, il y a certainement ce genre de pression, mais cette pression, à mon avis, ne s'exerce pas sur certaines commissions d'appel d'offres, tout ça. Je pense que les gros enjeux, c'est plutôt des enjeux d'urbanisme, tout ça, où vous pouvez également donc, avoir donc, des pressions, mais après, donc, vous savez très bien que les élus qui sont en charge, ils ont il faut qu'ils aient les épaules costauds, parce qu'effectivement, il peut y avoir donc une approche en disant pourquoi on supprime ceci, pourquoi tu ne nous donnes pas ça, etc. C'est possible, hein, c'est très possible, mais là, je ne peux pas répondre à votre question puisque je n'ai pas en charge ce dossier. Mais par contre, au niveau des dossiers sur lesquels, ou même au niveau des dossiers qui passent en commission à laquelle je siège, je n'ai pas senti de crainte quelconque, que ce soit donc au niveau des élus, que ce soit donc au niveau de l'administration. Merci beaucoup. Merci Jacques Billard d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. On rappelle que cette émission, on la retrouve en podcast audio et vidéo sur le www.alta-frequenza.corsica sur nos réseaux sociaux et notre appli. À bientôt. À bientôt. Et merci pour votre invitation.